Bonjour, donc il me revient, puisque mon coprésident de la fabrique, Louis, est dans les panélistes, il ne veut pas se commettre à faire un mot d'accueil pour garder toute sa puissance de feu pour le panel, pour la suite. Donc il a chargé son jeune et récent coprésident de la fabrique, votre serviteur, de dire un mot de bienvenue pour vous remercier d'être venus si nombreux à cette conférence d'actualité, puisque l'actualité nous sert, puisqu'on a parlé encore hier du CICE et de ses montants et de son calendrier. Merci aussi beaucoup à AXA qui nous reçoit et à l'Institut Montaigne qui s'est associé à la logistique de cette organisation. Merci à nos invités. Merci à CEO Rexecode qui co-organise avec la fabrique ce cercle. Et Michel Didier m'a délégué là aussi le mot de bienvenue, donc je le fais en son nom aussi, cher Michel. J'en dis pas plus, le panel va vous être présenté par quelqu'un de plus compétent que moi en communication, et donc je lui cède sans tarder la parole. Oui, bonjour. Bonjour à tous et merci d'assister à cette conférence. Je vais vous présenter rapidement nos intervenants ce soir. À ma gauche, Jean Pisani-Ferry, le commissaire général de France Stratégie que chacun connaît. À ma droite, Louis Gallois, donc coprésident de la Fabrique de l'Industrie, entre autres, et également président du conseil de PSA aujourd'hui. Tout à ma gauche, Éric Heyer, qui est directeur analyse et prévision à l'OFCE. Gilles Coleda, de chez Soreco et Erasme. Et enfin, Jean-François Ouvrard, qui est directeur des études de CEO Rexecode. Ce soir, nous allons donc parler de ce vaste débat sur les allègements de charges, la politique de compétitivité, le CICE. Ce débat, nous allons notamment l'appuyer sur cette note qu'a publiée en juin dernier, sous la plume de Gilles Coleda, donc a publié la Fabrique de l'Industrie sur cette politique d'allègement de charges. Et je me souviens qu'en présentant cette note, Louis Gallois, vous étiez doublement heureux. Heureux d'abord parce que cette note confirmait une intuition que vous aviez, comme selon laquelle les allègements de charges ciblés sur les salaires intermédiaires étaient au moins aussi efficaces que les allègements ciblés sur les bas salaires, en tout cas en termes d'emploi, et peut-être plus en termes de croissance. Vous étiez heureux aussi, presque jubilant, j'allais dire, parce que ça allait ouvrir un débat. Et le débat, depuis, il a eu lieu à Aix pendant les rencontres économiques, il a eu lieu à La Rochelle, pendant l'université d'été du PS, peut-être. Et puis il a eu lieu cette semaine aussi avec les annonces qui ont été faites par le gouvernement dans le cadre de la préparation du budget 2016. Je vais commencer par vous, Louis Gallois, avec une question simple au fond. Selon vous, c'est quoi une bonne politique pour la compétitivité des entreprises ? C'est une question qui ne mérite pas de réponse facile et courte. Donc je vais bâcler la réponse en disant qu'il n'y a plus de débat. Tout le monde considère qu'il y a des éléments de coût et des éléments hors coût. Mais ce qui était le fond de ma thèse, c'était que les éléments hors coût étaient décisifs, mais que ces éléments hors coût étaient fondés sur l'investissement. Et pour qu'il y ait investissement, il fallait que les entreprises fassent des marges. Et pour qu'elles fassent des marges, il fallait qu'elles aient des coûts supportables. Donc on revenait au coût par les marges et la nécessité de l'investissement. Et j'avais effectivement dans mon rapport indiqué que je souhaitais un allègement de charges et que cet allègement de charges à la fois s'inscrivait dans l'idée qu'on ne pouvait pas demander aux salariats de porter la totalité de la solidarité nationale en matière de prestations sociales, et sinon on le faisait au détriment de l'emploi, et que donc le compromis de 1945 devait être revu à la lumière des évolutions qui s'étaient produites depuis, et notamment du développement de la concurrence internationale qui est directement impacté par cette affaire de coût. J'avais également indiqué qu'il me semblait que cet allègement de charges, justifié donc à la fois par le long terme, c'est-à-dire le fait de ne pas pénaliser le facteur travail, et le court terme qui était de donner un ballon d'oxygène aux entreprises pour investir en accroissant leurs marges, cet allègement de charges devait porter plutôt sur les salaires intermédiaires parce que j'estimais, élément à l'appui,
que lorsque la portée sur les salaires intermédiaires, ça intéressait plus les secteurs exposés à la concurrence internationale que lorsque ça portait sur les bas salaires. Ce qui avait été la règle jusque-là, avec les allègements Fillon en particulier, qui portent sur les bas salaires. Voilà, alors ce débat a été relancé par l'étude de Gilles Coleda, et nous avons ce soir à trancher le débat de savoir si les allègements de charges sur les bas salaires qui privilégient l'emploi doivent être développés, et comme l'indiquent les conclusions de la conférence d'Aix, puisque à Aix, les conclusions du cercle des économistes sont qu'il faut réorienter encore plus les allègements de charges sur les bas salaires, ou est-ce que, comme le propose Gilles Coleda, et comme j'aurai l'occasion de le dire, j'ai la faiblesse de penser que c'est juste, il faut plutôt, au contraire, viser la compétitivité, et cette compétitivité, on la vise mieux, on l'adresse mieux, c'est un anglicisme affreux, mais enfin, on la cible mieux en pratiquant les allègements de charges sur les salaires intermédiaires. Voilà. Donc, je ne vais pas aller au-delà maintenant, puisque chacun va pouvoir développer ses thèses, mais je reviendrai dans le débat en développant les arguments qui me paraissent plaider en faveur des allègements de charges sur les salaires intermédiaires. Éric Heyer, peut-être, j'aimerais avoir votre avis sur ce débat. Est-ce que pour vous, il est exact de dire qu'on peut créer autant d'emplois, peut-être plus de croissance, avec un ciblage sur les salaires intermédiaires plutôt que sur des bas salaires? Alors, je pense que tout de même, avant cela, il faut essayer de clarifier quel est l'objectif que l'on attend. Vous voyez qu'au début, j'avais que deux objectifs en tête, c'est-à-dire est-ce qu'on recherche à créer plus d'emplois ou est-ce qu'on essaye de faire plus de compétitivité? Et là, Louis Gallois, dans sa discussion, il a rajouté un autre objectif qui est en plus un financement de la protection sociale plus juste. Moi, dans ma première année d'économie, on m'a appris le théorème de Tinbergen. On ne peut pas, avec un seul instrument, viser trois objectifs. Donc, il y a un moment, il faut choisir quel est l'objectif que l'on veut. Et là, on a du coup le résultat sans doute attendu. Si c'est un financement plus juste de la protection sociale, effectivement, on peut se dire que certaines prestations sont universelles et il est incohérent que ce soit uniquement les salariés qui les financent. Là, il faut décider de quelles sont ces prestations universelles, la prestation maladie, et que ça soit plus financé par des cotisations, mais par de l'impôt. Et donc, c'est un transfert de cotisations par l'impôt. Pourquoi pas? Puisque tout le monde y a droit. Un peu de maladie, et surtout la famille. Et ça, c'est tout les cotisations. On n'a pas à distinguer si c'est bas salaire ou haut salaire. On fait un transfert, et là, on n'a pas à choisir, finalement, on sort du barème, et on le met sur de l'impôt, et à choisir l'impôt, la TVA, la CSG. Si maintenant l'objectif c'est de se dire il faut, avec un volume donné, 20 milliards disons, essayer de créer le plus d'emplois avec 20 milliards donnés. Alors là, il paraît assez évident, en tout cas dans le court terme, c'est-à-dire aux alentours de 4 ans, que plus on cible sur les bas salaires, plus on crée d'emplois. Pourquoi? Parce qu'à la fois, un montant ramené à un salaire faible, la réduction de coût va être plus importante que si c'est un salaire élevé. Et deuxièmement, l'élasticité de l'emploi à son coût du travail est plus élevée sur les bas salaires. Donc pour ces deux raisons, on crée beaucoup plus d'emplois à milliards donnés. Si maintenant on recherche la compétitivité, alors on peut se dire ah oui mais donc il faut essayer de cibler sur des salaires un peu plus élevés. Et donc alors là il y a tout de même à mon avis une idée qui me convient pas trop, c'est que je pense que du coup c'est pas la baisse des cotisations qui permet d'améliorer la compétitivité. Pour deux raisons. D'abord, si vous ciblez sur les salaires intermédiaires, vous n'êtes pas sûr d'avoir l'industrie. Vous allez l'avoir l'industrie, mais vous allez avoir aussi un certain nombre de secteurs pas du tout exposés à la concurrence, notamment le secteur bancaire. Et donc ça ne va pas du tout vous aider à la compétitivité. Il y aura des pertes en ligne énormes. Deuxièmement, il est assez évident aussi, et ça peut-être que j'en dirai un mot sur une étude de l'OFCE, que lorsqu'on baisse les cotisations sur les salaires relativement aisés, une partie part en augmentation de salaire. Donc vous n'avez pas du coup une baisse du coût du travail assez élevée et donc pas de gain de compétitivité à attendre de ce point de vue-là. Et il y a deux autres explications, et peut-être que je m'arrêterai là. Une explication qui est, si je regarde le cas allemand, comment ils ont gagné en compétitivité, c'est certainement pas en baissant les salaires et les cotisations dans l'industrie, mais plutôt dans les services, donc dans les bas salaires.
une explication au gain de compétitivité allemand, c'est la création des mini-jobs, des emplois très faiblement rémunérés, mais ils sont dans les services, pas du tout dans l'industrie. Et l'industrie y a gagné de façon indirecte parce que ça a baissé les prix des consommations intermédiaires, ça a permis aussi, donc du coup, une partie du coût de l'industrie, mais indirectement. Et puis par ailleurs, ça a permis de donner du pouvoir d'achat aux salariés de l'industrie qui ont accepté une modération salariale à ce moment-là. Donc on peut très bien arriver à des gains de compétitivité en baissant les bas salaires et en baissant du coup les coûts d'un service. Ce n'est pas un accès direct et ciblé sur l'industrie. Dernier point, il me semble que si on veut, comme l'a dit Louis Gallois, améliorer la compétitivité par plus d'investissements, au lieu de le faire indirectement par je baisse les cotisations, j'espère que ça va aller dans l'industrie pour que ça restaure les marges et qu'ensuite ça relance l'investissement, faisons directement un crédit d'impôt à l'investissement ciblé sur l'industrie. Et là, vous avez le droit de le faire. C'est-à-dire, si on considère qu'aujourd'hui, c'est notre retard dans la robotique, dans l'investissement en robotique ou dans des montées en gamme, eh ben, faisons un crédit d'impôt. Comme on fait un crédit d'impôt recherche, eh ben, mettons une ligne. Si vous investissez dans la robotique, si vous investissez dans l'investissement productif, alors vous avez un crédit d'impôt. Et là, vous ciblez directement l'industrie, directement ce que vous voulez tout de suite, c'est-à-dire relancer l'investissement, plutôt que passer par une hypothèse trop large de ça va passer, ça va mettre à peu près 3 ans pour que ça monte en charge. Donc de mon point de vue, quel est l'objectif que l'on recherche? Et en fonction de l'objectif, on a l'instrument. Si c'est pour augmenter la compétitivité via l'investissement, relançons directement l'investissement par des crédits d'impôt ciblés sur l'investissement. On reviendra peut-être plus tard sur les différents outils qu'on peut mettre en œuvre. Et Gilles Coleda, peut-être que vous pourriez nous réexpliquer la façon dont vous êtes arrivé à vos conclusions, la dynamique que vous avez pu identifier qui sous-tend ce résultat, si l'on part de l'hypothèse d'un ciblage sur les salaires intermédiaires. Oui, merci. Alors, effectivement, d'une part, l'instrument utilisé, c'est un modèle macro-sectoriel, qui est le modèle Nemesis, que nous avons fait tourner pour ces évaluations. Et l'idée, c'était un petit peu la commande de la fabrique. C'était d'une part de comprendre un peu mieux qu'est-ce que ce type de modèle pouvait nous dire ex-ante sur les effets à attendre des allègements. Et puis, il y avait une sous-commande qui finalement a pris de l'importance, parce que le résultat qu'on a obtenu nous a paru assez intéressant. C'était au fond de comparer un ciblage donné, celui sur les bas salaires qu'on connaît aujourd'hui depuis 20 ans, avec un ciblage alternatif qui était un ciblage entre 1,6 et 3,5 SMIC. Donc au fond, c'était comparer les deux tranches du pacte de responsabilité, mais pour un montant de 10 milliards d'euros, et voir un peu quelles étaient les conséquences en emploi, et sur l'ensemble des variables économiques. Alors, au fond, venons-en au résultat, et puis ensuite on décrira un peu les enchaînements qui permettent de l'expliquer, parce que il peut paraître de prime abord un peu paradoxal. C'est l'idée qu'au fond, à long terme, on va dire au bout de 10 ans, finalement, lorsqu'on cible les allègements entre 1 et 1,6 SMIC, ou lorsqu'on les cible entre 1,6 et 3,5 SMIC, on obtient finalement à peu près autant d'emplois, environ de 75 000 emplois. Alors l'idée qu'en ciblant sur les bas salaires, on va avoir davantage d'emplois créés est effectivement vrai, mais comme l'a rappelé Eric Heyer, c'est vrai uniquement à court terme, les 4-5 premières années, et puis finalement, à long terme, on a exactement les mêmes conséquences. Par contre, il y a des éléments assez intéressants d'un ciblage sur les salaires intermédiaires. C'est d'une part que le PIB est un petit peu plus amélioré que lorsqu'on cible sur les bas salaires, et d'autre part, on a bien entendu une amélioration plus sensible de la compétitivité. Une grande partie de l'amélioration du supplément de PIB provient d'une balance commerciale qui va s'améliorer. Donc, vous posiez une question, quelle est la bonne politique de compétitivité? Alors, on peut bien entendu faire d'autres choses, mais si l'instrument utilisé doivent être les allègements, et si l'objectif est celui de la compétitivité, et les politiques d'offres mises en place depuis 2 ans par le gouvernement visaient bien à rétablir la compétitivité suite aux différents rapports qui avaient montré sa dégradation depuis une décennie, alors le ciblage sur les salaires intermédiaires nous paraît la bonne solution. Maintenant, si vous me dites quel est le cercle, qu'est-ce qui se passe, quel est le mécanisme? Le mécanisme, c'est celui d'un espèce de cercle vertueux. On va bien entendu avoir une baisse de coûts. Les secteurs exposés sont bien entendu en concurrence extérieure, donc ils vont être enclins peut-être
davantage qu'un certain nombre de secteurs abrités à reporter en baisse de prix cette baisse de coûts. Ils vont donc gagner en compétitivité prix. Ils peuvent aussi améliorer leur marge avec peut-être dans ce cas-là un circuit un peu plus long puisque ça va passer par l'investissement puis la création d'emplois, ça va être un petit peu plus long. Mais on va avoir cette conséquence d'une amélioration de la compétitivité on va aller chercher un supplément de création de valeur et donc de création d'emplois sur l'extérieur. Donc ce n'est pas l'enrichissement de la croissance en emploi qu'on avait l'habitude d'aller chercher avec les allégements bas salaires. On est ici sur améliorer la compétitivité, la rétablir et obtenir ainsi un cercle vertueux. Jean-François Auvois, peut-être ce cercle vertueux que décrit Gilles Coleda, est-ce que vous y croyez, j'allais dire? Est-ce que effectivement ça marche mieux comme ça? Je crois que ce qui est important de bien voir dans toutes ces politiques, c'est que quand on baisse les charges, qu'on essaye de jouer sur le coût, c'est en général temporaire. C'est-à-dire que les salaires ont tendance à long terme à récupérer. Et d'ailleurs, que ce soit, à mon sens, un allègement sur les bas salaires ou un allègement sur les salaires plus élevés. Parce qu'on voit bien, je pense que par exemple dans l'évolution du SMIC, il y a un petit caractère endogène à l'allègement. C'est-à-dire connaissant que l'allègement rend le SMIC, le coût du travail au niveau du SMIC supportable, on est peut-être incité à revaloriser plus le SMIC. Donc globalement, en termes macro, ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que l'allègement sera probablement absorbé par les hausses de salaire. Et l'intérêt de la démonstration de Gilles, c'est d'expliquer que que l'allègement, par conséquent, génère un gain durable uniquement s'il change quelque chose dans la structure de l'économie, et notamment si il nous permet d'avoir plus de productivité, de faire de l'innovation, de faire de l'investissement. Et je crois que c'est le mécanisme qui joue dans le modèle de Gilles et qui est en effet très important. C'est-à-dire qu'on voit bien que la politique des allègements de charges au niveau du SMIC, finalement, ça fait 20 ans qu'on l'a fait, le chômage il est toujours à 10%. Donc, et probablement parce que on a en fait uniquement compensé un niveau de SMIC trop élevé, mais c'est pas une politique de croissance, je dirais. En revanche, si on utilise cette bouffée d'oxygène pour les entreprises temporaires et qu'il se met en place des mécanismes endogènes, vertueux, sur le capital humain, sur l'investissement, sur l'innovation, peut-être qu'en effet, c'est une façon de soutenir la croissance potentielle.